film, tu me dis. Hein. Okay, so the next conference is going to start. So it's about the laws in Europe and France about illegal downloading, but not only. The person who will make the conference is a lawyer specialized in criminal law, especially regarding anything which is related to hacking and illegal downloading. And she took the defense of both hackers and companies which have been victims of hackers. So she took the defense of both sides, and it will be interesting to see what she has to say about how it happens. And I think also about the proofs, but we will know more in a few minutes. So please welcome Laurence for this conference about Loopsy Expansion. Bonjour, donc je m'appelle Laurence Fauveau, je suis avocat, je suis inscrite au barreau de Paris et je développe une activité en droit pénal de l'informatique depuis à peu près 2 ans et demi. Donc il m'arrive d'assister des hackers ou des sociétés qui ont été piratées. L'objet de mon intervention, c'est de vous parler des différentes lois qui concernent le téléchargement illégal. Il s'agit de vous faire un résumé sommaire de ces lois. Je sais que vous les connaissez relativement bien et l'idée de mon intervention, pour que ce soit intéressant pour vous, ce serait, je vais essayer d'appuyer sur certains points qui ne sont pas souvent évoqués. Voilà, dans un premier temps, je vais vous résumer ces différentes lois et puis je vais surtout essayer de poser des questions, des questionnements pour que justement les choses avancent sur ces différentes lois. Vous vous doutez bien que si je suis présente à la nuit du hack, c'est que je ne suis pas favorable à ces lois. Et donc l'idée, c'est d'essayer de vraiment poser quel est le cadre de réflexion, à mon sens, qui doit être abordé. Alors mon périmètre de réflexion, il est exclusivement juridique, mais je ne peux pas ne pas vous parler d'activisme, dans la mesure où l'activisme est lié au combat, tous les combats qui existent contre ces lois. Simplement, en ce qui concerne toutes ces différentes formes d'activisme, moi je trouve que c'est très intéressant déjà pour le fonctionnement de la démocratie, ça prouve que la démocratie fonctionne bien. Et moi ce qui m'importe, c'est cette volonté de défendre le partage des connaissances. Je pense que c'est ça qui est le point commun entre toutes ces différentes formes d'activisme. Et je trouve que c'est très important parce que ça peut induire une augmentation de la liberté de conscience des individus. Donc c'est un enjeu qui est extrêmement important. Et je constate également qu'on assiste à une sorte de politisation de l'innovation technologique qui est, je pense, liée certainement au milieu du hacking. Mais là, elle devient de plus en plus structurée. Donc il y a des partis politiques, le parti pirate, il y a également la quadrature du net, il y a les Anonymous, mais ça se structure. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que de toute cette politisation va peut-être émerger des idées nouvelles. Des idées nouvelles qui pourront peut-être avoir des impacts bien plus grands, qui pourront vraiment sortir du cadre simplement du téléchargement illégal. Voilà, donc je m'intéresse bien évidemment à tout ça. Alors, il y a une chose, moi, qui m'interpelle, notamment sur les Anonymous, c'est que souvent, les hackers parlent de justice. Il y a souvent cette référence à l'idée de justice. Et moi, parfois, ça me fait sourire, parce que j'ai pas du tout la même conception des choses. Et je pense que c'est inhérent à ma fonction, au fait que je sois avocat. Je trouve qu'il y a souvent une confusion entre le droit et la morale. Voilà, je trouve que par exemple le film V for Vendetta, il y a, moi voilà, je trouve que c'est parfois un peu confus sur l'idée de justice et puis la justice au sens institution judiciaire. Et je trouve que c'est dommage qu'il y ait cette confusion parce que ça peut limiter la portée du message. C'est-à-dire que ça le rend un peu moins crédible aux yeux de l'opinion publique, à ceux qui ne sont pas forcément convaincus des propos qui peuvent être tenus
Voilà, donc ça c'était une petite critique mais constructive sur cette conception de la justice. Alors, je vais commencer par la loi d'Avzi. Donc il y a d'Avzi, je vais vous parler de d'Avzi, d'Adopi, de SOPA, d'ACTA, je vais vous parler de licence globale, je vais vous parler de l'OPSI et de neutralité du net. Je vais essayer de redéfinir un peu tout ça et de vous expliquer quels sont les enjeux. La loi d'Avzi, elle a été donc promulguée en 2006. Cette loi a été un échec. Elle a été un échec parce que l'objectif de cette loi, c'était de contraventionnaliser le téléchargement illégal au moyen du peer-to-peer. C'était ça l'objectif de la loi, c'était de contraventionnaliser le peer-to-peer. Et cette loi, elle prévoyait deux types de sanctions. Des sanctions générales et des sanctions particulières. Dans les sanctions générales, il s'agissait de faire entrer le téléchargement illégal dans le champ d'application du délit de contrefaçon. Ce qui a été fait, le téléchargement illégal peut être puni l'infraction du délit de contrefaçon, donc qui est de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, est rentré dans le champ d'application de la contrefaçon. Il y avait aussi la création de nouvelles infractions. Une infraction qui concerne le fait de développer des logiciels qui permettent le téléchargement illégal. Donc il y avait cette création également de cette infraction avec des sanctions qui sont les mêmes peines que le délit de contrefaçon, donc 3 ans de prison et 300 000 € d'amende. Ces sanctions générales, elles ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Donc ça, elles sont aujourd'hui applicables. Et les sanctions particulières, donc qui concernaient les contraventions, elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel considérait qu'il y avait un problème que ça ne respectait pas le principe d'égalité devant la loi. C'est-à-dire que cette contravention, elle sanctionnait à la fois l'utilisation d'une œuvre non protégée et le fait de la communiquer. Voilà, en fait, dans la loi d'Avzi, il y a 3 degrés de responsabilité. Le premier, c'est le fait d'offrir des logiciels de téléchargement. Ensuite, il y a le fait de communiquer au public des œuvres contrefaites. Et enfin, le 3e degré, c'est le fait d'utiliser en fait des œuvres contrefaites. Et voilà, le Conseil constitutionnel a considéré que cette contraventionnalisation n'était pas possible. Donc, fort de cet échec, le débat s'est engagé dans le cadre de l'ADOPI, des lois qui concernent l'ADOPI. Il y a 2 lois. Alors pourquoi 2 lois? Parce que le Conseil constitutionnel, entre le vote des 2 lois, a posé des limites. Il est intervenu, il a dit qu'il y avait un droit d'accès à Internet. Enfin, il a posé vraiment des limites à Adopi, et ces limites n'ont pas été entendues, et donc il y a une 2e loi Adopi. Alors Adopi, vous le savez, il y a la riposte graduée, et il y a la création d'une autre infraction, d'une nouvelle infraction, qui est la négligence, le fait de ne pas sécuriser son accès à Internet de manière négligente. Adopi, c'est du bricolage juridique, c'est-à-dire qu'on a une contravention qui, en principe, une contravention, il n'y a pas d'élément intentionnel. Une contravention, c'est je me stationne, je pose ma voiture sur un endroit où je n'ai pas le droit d'être, et voilà, j'ai une contravention. Et là, dans le cas du dispositif d'Adopi, il y a un élément intentionnel. Donc voilà, déjà, c'est un peu une infraction qui est hybride. C'est quelque chose que juridiquement, les avocats, les juristes, on n'avait jamais vu. Donc c'est bien la preuve, si vous voulez, qu'il y avait tout un espèce de bricolage pour tenter de créer quelque chose qui tient la route, en sachant en fait déjà que ça ne pouvait pas tenir la route. Bon, pour moi, le problème de toutes ces lois, c'est que
l'adresse IP, à mon sens, ne peut pas constituer, ne peut pas être le fondement de l'identité numérique, dans la mesure où une adresse IP peut être piratée. Donc ça a été totalement occulté en fait dans les débats concernant Adopi. Il y a ce point donc, ça relève vraiment du bon sens, quoi. C'est simplement qu'on ne peut pas considérer qu'une adresse IP fonde l'identité numérique. Ensuite, en ce qui concerne Adopi, vous avez aussi la question, excusez-moi, je me perds un peu dans ce que je voulais vous dire. Bon, en fait, Adopi, le problème c'est que ça peut être contourné techniquement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi comment évaluer le manque à gagner de l'industrie, des maisons de disques. Déjà, on ne peut pas vraiment déterminer quel est leur manque à gagner. Et puis, il y a un problème de coût. C'est que ça engendre des coûts de fonctionnement qui sont bien élevés, bien plus importants, qui sont disproportionnés par rapport aux résultats peut-être obtenus. Donc il y a ce problème de coût de fonctionnement. Et puis vous avez aussi des... Voilà, en fait, il y a évidemment aussi la question de la rémunération des artistes. Là aussi, c'est absurde parce que bien avant le vote des lois Adopi, les artistes avaient déjà prévu le problème du téléchargement illégal au travers du développement des concerts. Je pense par exemple à un accord qui était intervenu, je ne sais plus quand, mais entre Ticketnet et différents artistes, où ils avaient cédé leurs droits, donc ils avaient déjà anticipé. Et voilà, tout ça n'a pas de sens, parce que les artistes aujourd'hui, je pense, en tout cas les artistes qui arrivent à vivre de leur création, peuvent être rémunérés d'autres moyens. Donc il y a ça, il y a aussi évidemment les sites de partage, où on peut financer la création. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi un problème de responsabilisation des artistes. C'est à eux de trouver d'autres moyens de financement, c'est à eux d'être créatifs aussi dans le financement de leur création. Et aussi qu'il y ait peut-être un peu plus de solidarité entre ceux qui arrivent à gagner leur vie avec leur création et puis ceux qui n'y arrivent pas. Donc il y a des sites de partage qui permettent de faire connaître donc, des artistes, mais pourquoi est-ce qu'un artiste déjà connu il y a un manque de promotion en fait, il devrait un peu plus mettre en avant des artistes qui ne sont pas connus. Ça aussi c'est quelque chose dont je trouve qu'on ne parle jamais sur ce sujet, mais ça devrait aussi être envisagé. Alors après il y a la question de la rémunération avec les sites internet. On peut se poser la question, est-ce qu'un site internet, est-ce que le propriétaire d'un site internet et ses actionnaires, quand ils revendent leur site des millions d'euros, de dollars, est-ce que les artistes qui ont posté des vidéos, donc là il n'y a pas de contrefaçon, c'est volontairement posté sur des réseaux sociaux les vidéos, est-ce qu'ils ne pourraient pas demander une partie de l'argent qui a été gagné, des bénéfices en fait qui ont été réalisés au travers de la revente de ce site, du rachat du site. Voilà, c'est dans la mesure où ils ont participé au succès du site. Donc ça, c'est aussi des sujets qui sont, des questions qui sont sur lesquelles je pense qu'il faut réfléchir. Après, les propriétaires de sites pourront dire oui, mais nous, notre site a permis aussi la promotion de l'artiste. Voilà, mais je pense qu'il y a c'est des sujets qui ne sont absolument pas abordés, et c'est plutôt vers ça qu'il faut aller, vers déjà un partage des connaissances dans la mesure où c'est
enfin c'est une mutation, on y est déjà, donc on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas dire voilà, c'est déjà le cas, donc c'est au droit de s'adapter à l'innovation technologique, et c'est aussi pour ça que c'est très important, enfin c'est aussi pour ça que je suis là, parce que je considère que les hackers, au sens expert dans le domaine informatique, détiennent un savoir informatique. Et qu'aujourd'hui, dans toutes les lois, donc les lois dont je suis en train de vous parler, mais pas uniquement, on arrive souvent à des situations de blocage dans l'application des lois. C'est-à-dire que la technique bloque l'application. Vous avez donc cette question de l'adresse IP, vous avez aussi le problème des sites miroirs quand il y a un site qui est interdit. Donc voilà, la technique ne permet pas l'application des lois. Parce que les lois, à mon sens, ne sont plus... les bases des lois ne sont plus les bonnes, elles sont obsolètes. Donc c'est pas uniquement le droit d'auteur, c'est plus large que ça. C'est que le code civil il date de 1804, qu'il y a des chapitres, il y a un chapitre d'homicide, il est fait pour s'appliquer dans un espace qui est métrique. Et à mon sens, il est plus fait pour s'adapter à l'espace numérique. Et c'est pour ça que je considère que les hackers devraient être consultés par le législatif, hein, pas par les hommes politiques, ou avant la rédaction de loi. Mais pas, moi je mets de côté le côté politisation, bien sûr défense des libertés, tout ça, mais pas que pour ces raisons. Vraiment pour qu'il y ait plus d'échanges, pour que les lois soient un peu plus adaptées à l'innovation technologique. Voilà, et je pense que c'est au travers d'échanges entre ceux qui détiennent le savoir informatique et ceux qui ont la responsabilité de faire des lois, que les choses pourront avancer et qu'on n'ira pas dans les directions comme Adopi qui sont des directions, qui ne sont pas les bonnes directions. Voilà, donc ça c'est en gros en ce qui concerne le téléchargement illégal. Maintenant, je vais vous parler donc de SOPA. Alors, SOPA, qu'est-ce que c'est? SOPA, en fait, SOPA, ça concerne plutôt le blocage des sites. SOPA, c'est aux États-Unis, ils se sont dit qu'il y avait un risque pour eux d'être attaqués par des sites voyous qui font du téléchargement illégal. Et ils ont décidé de permettre au parquet, sur injonction d'un juge, de demander aux moteurs de recherche, aux fournisseurs d'accès à Internet et à ceux qui hébergent, de bloquer l'accès de certains sites. Donc ça, c'est la première chose, c'est le blocage des sites. C'est le parquet, sur injonction d'un magistrat, donc avec autorisation d'un magistrat, qui obligerait donc les moteurs de recherche, les hébergeurs ou les fournisseurs d'accès à bloquer les sites. La deuxième chose, c'est que la loi prévoit une notification du titulaire du droit d'auteur, de celui qui détient donc un droit de propriété intellectuelle. Il aurait le droit de notifier directement au propriétaire du site voyou entre guillemets, en lui disant voilà, là je pense que vous téléchargez illégalement, que vous faites mettez des actes de contrefaçon, et ce site aurait l'obligation de répondre à cette notification. Et s'il ne le fait pas, ça prouverait en fait qu'il a quelque chose à se reprocher. En fait, au travers de cette disposition, on inverse la charge de la preuve. C'est un peu comme au poker, on fait le check. Mais là, on dit voilà, j'envoie un courrier et puis si tu ne réponds pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. À la suite de ce projet de loi, les moteurs de recherche et les hébergeurs ont signé un accord, ils ont pris une décision, ils se sont tous réunis et ils ont réaffirmé leur principe de lutter contre le téléchargement illégal, mais pas de cette façon. Il y a donc, ils se sont tous réunis, et puis il y a également, bien sûr, des universitaires qui se sont opposés. Enfin, c'est pas uniquement
que des sociétés qui appartiennent au numérique, qui se sont élevées, ou des activistes. Là, c'est vraiment, ça a été beaucoup plus, l'opposition a été beaucoup plus grande, plus large. Et le problème, c'est que ce blocage, ça équivaudrait à un contrôle systématique préventif des sites internet. Et il y a des questions aussi d'ordre technique sur le filtrage. Quels moyens de filtrage utiliser et par rapport à la sécurité? Est-ce que ça peut permettre, ça peut porter atteinte à, ça vous avez bien point à mon avis, je suis même sûre, mais ça peut porter atteinte à la sécurité aussi informatique. Donc voilà, ça c'est SOPA. SOPA est enterré pour l'instant. Après il y a ACTA. Donc ACTA, SOPA ne concerne que les États-Unis. ACTA, c'est un accord qui est fait pour lutter contre la contrefaçon et qui est donc, c'est un traité international rédigé par l'Organisation mondiale du commerce. La France l'a signé au mois de janvier 2012, l'Union européenne également. Donc elle l'a signé, ça ne veut pas dire qu'il est adopté. Comme c'est un traité international, il faut qu'il soit voté par le Parlement et il faut également qu'il soit voté par le Parlement européen. En gros, ACTA, il y a une partie qui concerne vraiment la lutte de la contrefaçon de marchandises. Donc il s'agit, pour le pays qui signe cet accord, d'augmenter la coopération internationale pour lutter contre la contrefaçon, donc pour lutter contre les sacs Vuitton, pour lutter contre tout ça. Les faux sacs Vuitton, voilà. Mais il y a une partie de l'accord qui concerne le volet numérique. Et en gros, ce serait un peu... c'est de la dopie, quoi. C'est du gros Adopi. C'est la riposte graduée, qui est prévue par Adopi, sachant que dans ce volet numérique, il est optionnel. C'est-à-dire que la France pourrait très bien voter le traité sur la partie qui concerne les marchandises, mais pas sur le volet numérique. Voilà, c'est une faculté. Ce qui est assez choquant dans la rédaction de ce traité, c'est qu'il affirme qu'il est soucieux de la liberté d'expression, qu'il est soucieux du respect de l'atteinte à la vie privée. Donc c'est marqué, mais il n'y a aucune garantie. Voilà, c'est juste une déclaration de principe. Voilà. Bon, le Parlement européen est plutôt opposé à ACTA, donc je pense, c'est pas moi qui vais décider, mais qu'il y a très peu de chances pour que ce soit adopté. Alors, en ce qui concerne aussi Adopi, je ne vous ai pas parlé de l'Angleterre, c'est assez récent. Il y a un projet de loi aussi qui était en discussion, qui ressemble un peu à Adopi. Et récemment, donc, ce projet de loi, il a été écarté. Ils ont considéré, justement, peut-être parce qu'ils ont regardé ce qui se passait en France, et pour l'instant, c'est pas le modèle qui a été choisi. Voilà, enfin, je vais vous parler de l'OPSI et du principe de neutralité du net. Alors, moi j'ai une activité pénale et c'est vrai que la LOPSI 2, c'est surtout, en tout cas quand j'en discute avec des hackers, ils m'interrogent surtout sur l'article relatif à la possibilité de capter des données informatiques. Et souvent, ils sont, en gros, c'est un mouchard, c'est que ça veut dire que la police peut mettre un mouchard sur un ordinateur et voir ce qui s'y passe. Et voilà. Sur la LOPSI 2, en réalité, la police pouvait déjà le faire avant. Elle pouvait déjà le faire avant parce qu'il y a deux dispositions dans le Code de procédure pénale. Vous avez les interceptions téléphoniques et vous avez la captation d'images et de sons. Donc les interceptions téléphoniques, elles sont possibles en France depuis 91, enfin la loi 91, et la loi Perben 2, donc c'est une loi de 2004, elle a permis d'élargir en fait le champ d'application de ces interceptions téléphoniques. Et il y a un article qui s'appelle, qui est l'article 706, 86 ou 96, je me souviens plus, qui permet en fait la captation d'images et de sons.
elle le permet dans le cadre d'infractions relatives à la criminalité organisée. Donc il ne s'agit pas de toutes les infractions. Et ce qui est intéressant, c'est que avant donc, la disposition relative à la captation de données informatiques, il y a de la jurisprudence. Il y a de la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a eu des nullités, enfin des choses qui ont été annulées parce que se pose la question du respect de la vie privée. Il faut bien mesurer que en matière pénale, la vie privée c'est une notion qui est plus étroite, ce qui est aussi normal, dans la mesure qu'il ne faut pas oublier que ces lois ont quand même pour objectif d'arrêter des vrais délinquants et des organisations criminelles organisées qui disposent de moyens bien plus importants que la police. Donc c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue tout en restant bien évidemment très vigilant sur la défense de nos libertés. Et en fait, le problème de ces lois, c'est qu'elles sont mal rédigées, c'est que c'est pas assez précis, c'est que c'est pas assez clair, c'est qu'il n'y a pas assez de garanties, c'est que la CNIL se bat, fait des recommandations et qu'elles sont absolument pas suivies. Mais après, qu'il y ait une possibilité de capter, en soi, il ne faut pas non plus s'opposer à ça. Voilà, dans la mesure où ça peut permettre d'arrêter un pédophile, ça peut permettre... mais ce qui ne va pas, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas assez de garanties et que les termes ne soient pas assez clairs. Alors, les interceptions téléphoniques, c'est un juge d'instruction qui peut donc, dans le cadre d'une instruction, décider de placer sur écoute quelqu'un. Ça peut aussi être possible dans le cadre d'enquête préliminaire. Voilà, donc ça c'était déjà possible et souvent en pratique, les magistrats utilisaient l'article relatif aux interceptions téléphoniques pour faire de la captation de données informatiques. Voilà, parce qu'il n'y avait pas, en l'absence de texte, ils utilisaient cet article. Ensuite, il y a l'article sur la captation d'images et de sons. Donc, je vous l'ai dit, il y a eu des nullités. La Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée justement pour restreindre cette notion de vie privée. Donc, en droit pénal, on parle plutôt d'intimité de la vie privée. Donc en gros, l'image et le son, c'est quoi? C'est je mets un micro dans une voiture, je mets une caméra dans le parking d'un immeuble où habite un gros trafiquant stupéfiant, parce que dans le cadre d'un GoFast, je veux pouvoir identifier quelle est sa voiture. Donc il y a des caméras qui peuvent être posées dans des immeubles d'habitation où il n'y a pas que des voyous qui habitent, enfin des présumés, ça reste aussi. Mais voilà, généralement quand on met une caméra, c'est à peu près qui on va chercher. Et c'est vrai que ces enregistrements, on peut filmer les habitants d'immeubles. Donc c'est vrai que ça pose des problèmes. Mais il y a un moment où on ne peut pas non plus faire... Enfin, la police on a besoin pour pouvoir arrêter les gens. Donc ce qui ne va pas, c'est l'encadrement, en fait, de ces interceptions. Voilà, donc ça, l'image et le son, c'était possible. Le PSI 2, captation de données informatiques, donc c'est que pendant l'instruction. C'est pas dans le cadre d'une enquête préliminaire. Voilà, la captation d'images et de son, c'est enquête préliminaire plus pendant le déroulement d'une instruction. Là, la captation de données informatiques, donc c'est toujours criminalité organisée uniquement, et c'est seulement dans le cadre d'une instruction. C'est limité dans le temps. Le magistrat donc autorise pendant 4 mois, renouvelable une fois. Le problème, c'est la définition de données informatiques. C'est pas précis, c'est pas clair, ça peut... Qu'est-ce qu'une donnée informatique? Voilà, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. La CNIL s'est opposée, émis des avis pour avoir des précisions sur les points d'accès public. Est-ce qu'on peut placer un mouchard sur un ordinateur accessible au public? Ces recommandations, ces avis, il n'y a pas eu de réponse. Voilà, on s'en fout. Ça n'a pas du tout été abordé. Alors, sur la LOPSI, il y a quand même des garanties. La garantie, c'est que seul un juge d'instruction peut décider de captation de données informatiques. Et un juge d'instruction
c'est plus indépendant en principe que le parquet. Voilà, en France, le parquet n'est pas indépendant. Le parquet est soumis au pouvoir du garde des Sceaux. C'est son supérieur hiérarchique, le ministre de la Justice. Donc on peut considérer qu'il n'est pas toujours indépendant. Tandis qu'un juge d'instruction, il y a des juges d'instruction qui sont vraiment indépendants du pouvoir exécutif. Et voilà, c'est quand même... Seul le juge d'instruction peut décider. S'il y avait une suppression du juge d'instruction, comme ça c'est un projet de réforme ces dernières années, là ce serait plus ennuyeux parce que ça serait le parquet qui seul pourrait décider. Le parquet, le ministre de la Justice, le gouvernement. Donc là on pourrait dire, voilà, on peut passer des mouchards un peu partout, là ce serait plus dangereux. Il y a ça, et puis il y a la question de la traçabilité, qui n'est pas abordée dans la loi. C'est que le juge d'instruction, il autorise, sous condition rogatoire, des policiers donc, à capter des données informatiques, mais il doit le faire de manière très précise. Il doit préciser pour quelle infraction. Voilà, il faut que ce soit très très encadré. Et si ça n'est pas, ça peut faire l'objet de nullité. Voilà. Mais en réalité, pour tout ce qui concerne les écoutes téléphoniques et puis les captations, les nullités, c'est des niches à nullité. Moi, ce qui m'importe, souvent là où je vais chercher, je ne vais pas du tout dévoiler, vous expliquer, mais c'est dans le matériel. Parce que le matériel, il n'est pas toujours fiable. Parce que voilà, parfois il y a des choses qui sont un peu incertaines sur la question du matériel, et je pense qu'il y a toute une jurisprudence qui s'applique aujourd'hui aux interceptions téléphoniques qui pourrait aussi s'appliquer et transposer aux captations de données informatiques. Pour l'instant, il n'y a pas eu de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc là on viserait l'article 8, donc qui est la protection de la vie privée, et on pourrait demander à la Cour européenne des droits de l'homme de se prononcer sur cette question. Est-ce que la loi LOPSI 2, cette disposition est conforme ou pas à la Cour européenne des droits de l'homme? Pour ça, il faut avoir une décision de Cour de cassation pour ensuite pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Ça prend du temps. La loi date de 2011, donc pour l'instant, il n'y a pas eu de saisine, mais j'espère que dans l'avenir, il y aura des saisines pour que, ou de nouvelles lois qui permettront aussi de rendre plus clair et plus précis en fait ces dispositions. Voilà, alors ça c'est donc la LOPSI 2, et je dois aussi vous parler du principe de neutralité du net. Alors c'est pareil, ce principe de neutralité du net, moi je considère qu'il n'est pas assez bien défini. Donc là, le principe de neutralité du net, c'est la loi 2004 sur la confiance et l'économie numérique. On ne sait pas quels sont les intermédiaires. Donc la neutralité du net, ça concerne les intermédiaires. Donc on comprend, c'est les fournisseurs d'accès, les hébergeurs, mais la loi ne définit pas clairement. Donc déjà, ça c'est le premier problème. Cette loi, c'est l'article 6 de la loi de 2004, elle pose le principe de la neutralité. La neutralité donc, de ces intermédiaires dans leur comportement avec les usagers, les utilisateurs, mais aussi l'obligation, voilà, c'est je respecte l'égalité et en contrepartie je suis irresponsable. Ma responsabilité ne peut pas être engagée sur le contenu, sur ce que je vois passer, et je n'ai pas le droit d'accéder à ces contenus. Je suis juste un intermédiaire et puis j'ai pas à m'immiscer en fait dans ce qui se passe. Donc ça c'est le principe, et bien sûr il y a des exceptions. Il y a des exceptions qui existaient avant la LOPSI 2 pour tout ce qui est les crimes contre l'humanité, la pédopornographie infantile, où là l'autorité judiciaire pouvait demander aux fournisseurs d'accès ou aux hébergeurs, on pouvait obtenir des informations
dans le but donc, de lutter contre la pédopornographie ou le crime contre l'humanité ou contre les actes de terrorisme aussi. Voilà, c'est dans ce cadre. Le principe de neutralité du net, donc, il y a plein d'exceptions. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'exceptions. Et qu'il faudra déjà commencer, à mon avis, à mon sens, par mieux le définir. Parce qu'on pose des exceptions sur quelque chose qui déjà n'est pas très clair. Donc, mieux le définir et puis donc être beaucoup plus clair et précis sur les exceptions. Voilà. Donc ça, c'est en gros un peu l'état du droit, enfin, qui concerne le téléchargement illégal et puis le principe de neutralité du net. Quelles sont les questions, en fait, enfin, quels sont les sujets qui devraient être abordés? Vous avez la question du droit à l'oubli, il y a besoin de loi, mais en fait, voilà, à chaque fois, c'est pas évident, parce que le droit, il est confronté à la technique. Il y a la question de l'espace, mais il y a aussi la question du temps par rapport à la destruction ou l'effacement de données. C'est compliqué la destruction de données, tandis qu'un effacement est plus simple, mais voilà, il y a cette question aussi de temps qui change, quoi. Et donc le droit aujourd'hui, les bases sont plus les bonnes. Et c'est certainement pour ça aussi que ces lois sont un peu confuses. C'est pas uniquement parce que peut-être ceux qui les rédigent ou les réfléchissent n'ont pas de compétences dans le domaine informatique, mais il faut créer en fait de nouvelles choses. Et voilà. Et je pense que c'est au travers d'échanges avec ceux qui maîtrisent l'informatique que les choses pourront vraiment avancer. Voilà. Si vous avez des questions, je ne sais pas si j'ai été très très claire, c'est pas évident, j'ai mis pas de slide, je suis désolée. Et voilà, je vous écoute si vous avez. Bonjour. Donc, moi, je voulais parler un peu du domaine des hackers. En fait, quand on rentre sur un serveur, on peut chercher une faille, ce genre de choses. Quels sont les risques qu'on court? Et notamment, j'avais vu sur des wikis sur Internet, donc je ne suis pas du tout sûr de mes sources, mais qu'il y a une différence entre si les données sont modifiées sur le serveur quand on rentre ou si elles ne sont pas modifiées. Ça, c'est totalement une incohérence parce qu'on sait très bien que quand on se connecte sur un serveur, forcément, les données sont modifiées sur lui. Et comment, quelles sont les lois qui sont appliquées pour ce genre de choses pour les hackings préventifs, pour trouver des failles de sécurité et informer les sociétés avec ça. Alors en fait, là, le hacking, c'est surtout la loi Godefroy. Ça concerne donc tout ce qui est les intrusions de données informatiques. Il y a plusieurs sanctions. Il y a le fait d'entraver le fonctionnement d'un site, donc l'altérer, la modification de données. Et puis il y a simplement le fait de visiter un site. Donc la première infraction, la moins grave, c'est la visite d'un site, sans y être autorisé, voilà, la visite. Et la deuxième infraction, c'est l'altération. Ensuite, en fait, il y a d'autres infractions, mais ça, souvent, les hackers l'ignorent. Vous avez l'association de malfaiteurs informatiques, donc c'est une infraction. Donc il y a l'association de malfaiteurs qui est une infraction indépendante, mais il y a cette infraction qui est spéciale. Et moi, je dirais que, en fait, il y a peu de jurisprudence, parce que, enfin, ça commence à changer, c'est pour ça que je suis là. Le problème, c'est l'élément intentionnel. Encore une fois, voilà, l'infraction, il y a un élément matériel et il y a un élément intentionnel. Et le problème, c'est qu'en ce qui concerne simplement la visite, il y a des jurisprudences qui disent l'infraction est caractérisée, même sans préjudice, même si celui qui a été visité a subi aucun préjudice. Et là, je pense qu'il y aura peut-être, je l'espère,
des ajustements sur l'élément intentionnel. Et c'est pas évident parce que il faut pas oublier que il y a tout un problème d'information en fait. Un hacker n'est pas un délinquant. Enfin, vous savez, ça commence par la terminologie. C'est qu'on fait des confusions entre hacker, pirate, activiste aussi. Un hacker n'est pas forcément un activiste. Et aujourd'hui, dans la presse, ils le font aussi par un souci parce que c'est plus simple. Parce qu'on ne va pas expliquer, voilà, mais souvent un hacker, c'est un activiste. Alors que pour être hacker, il est sans être activiste. Et un pirate, c'est autre chose. Et voilà, donc c'est un peu confus. Mais il y a quand même malgré tout, je trouve, des magistrats qui sont informés. Qui commencent en fait, c'est souvent géré par des magistrats spécialisés dans des affaires financières, des choses comme ça. Donc, ils sont quand même relativement au courant. Donc, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez d'avoir un casier judiciaire, en fait, c'est ça qui est ennuyeux. C'est-à-dire, si vous faites attraper une première fois, si vous travaillez, si vous avez des revenus, vous ne risquez pas grand-chose, mais vous risquez d'avoir un casier judiciaire. Donc moi, c'est surtout là-dessus que je veux pas, j'essaye d'obtenir, c'est la non-inscription à votre casier. Parce que quand un hacker a 18-20 ans, qui s'est amusé à faire un truc, qui s'est pas bien rendu compte, ou enfin, moi je pense que quand même, je me rends rendu compte, mais voilà, il ne faut pas que ça puisse avoir des conséquences sur sa vie professionnelle future. Et c'est surtout ça l'enjeu. Après, s'il se fait attraper une deuxième fois, là c'est entre nous. Après c'est parce que dirait le magistrat, bien évidemment, mais c'est un peu tant pis pour lui, quoi. Une fois, ça va, mais après, il faut. Voilà. Après, ça dépend. Alors ça, je parle de white. Après, il y a la pirate. Donc là, c'est un peu plus différent. Voilà. Alors, juste pour rebondir sur la question qu'il vient de poser, tu m'interromps si je me trompe, mais effectivement, il y a une différence au plan pénal entre si vous faites une intrusion et vous ne modifiez pas le système, et si vous faites une intrusion, vous modifiez le système. Il peut être considéré aussi comme une intrusion le fait de récupérer un fichier, par exemple une feuille Excel privée, alors qu'il n'y a aucun mot de passe, aucun accès, par exemple dans un directory browsing. Donc il y a une jurisprudence, je ne sais plus, je connais plus le nom de cette jurisprudence. C'était un site de vente en ligne il y a des années 2000 qui avait déposé un fichier zip avec, en fait c'était un backup de la base de données client avec toutes les informations bancaires, etc. Et il suffisait juste de rentrer dans un lien public sans aucun mot de passe pour avoir téléchargé ce fichier-là. Et la société a porté plainte contre la personne qui était passée par Zataz pour faire connaître la faille. Et donc la personne avait déjà informé le site. Le site, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont porté plainte contre lui pour le remercier. Et ça marche souvent comme ça, malheureusement. Et le tribunal a condamné la personne à 1 euro symbolique, mais 1 euro de condamnation quand même. Donc reconnaissance de culpabilité. Et effectivement, les peines sont plus lourdes si on modifie les données. Alors vous allez me dire, mais pourtant les logs qu'on accède, qu'on pirate ou pas, les logs sont modifiés. Oui, mais c'est pas ça qui va intéresser le juge. C'est qu'est-ce que vous avez modifié, et surtout est-ce que vous avez modifié le comportement de l'application. C'est-à-dire que si vous modifiez le comportement de l'application, vous mettez une backdoor, c'est plus grave que si vous êtes simplement rentré pour trouver un login mot de passe. C'est un nom de plus, je crois. Voilà. Alors il y a aussi, je ne vous ai pas répondu sur les failles de sécurité. Donc il y a une jurisprudence de 2009, la publication d'une faille est un délit. C'est un petit peu, c'est pareil, il y a un problème avec l'élément intentionnel. Cette année, l'année dernière, il y a un nouveau principe qui est l'obligation de notification des failles de sécurité. Donc aujourd'hui, il y a des contradictions. Et en France, le traitement du full disclosure n'est pas clair. Parce que, à l'étranger, aux États-Unis, sauf erreur de ma part, c'est même rémunéré. Alors qu'en France, c'est occulté. On veut pas en parler. Moi, ce que je conseillerais aux hackers sur les failles de sécurité, si vous trouvez une faille, la publiez pas. Voilà, il ne faut pas la publier. Il faut éventuellement contacter la société. Voilà. S'ils ne veulent pas corriger, tant pis pour eux. Prenez pas le risque de commettre un délit
Voilà, et il faut aussi se méfier parce qu'il y a aussi, en ce qui concerne le full disclosure, il y a des tentatives d'extorsion de fonds. Ouais, c'est pas, tout le monde n'est pas forcément bien attentionné par rapport à ça. Donc, si vous demandez de l'argent en échange, enfin, il y a l'infraction de chantage, il y a l'extorsion de fonds. Et là, c'est des infractions qui sont plus graves que les infractions qui visent le hacking et les intrusions informatiques. En fait, souvent, il y a d'autres infractions qui viennent se greffer. Donc, il y a l'association bienfaiteur. L'association bienfaiteur, c'est si vous êtes plusieurs. Et là, on passe à... Enfin, j'ai une autre question. On va prendre juste 2 autres questions avant de passer à la conférence suivante. À moins que vous ayez, il y a beaucoup de gens qui ont des questions. Alors, je propose peut-être qu'on prolonge un peu la séance de questions, puisque ça intéresse manifestement le public. Bonjour. Moi, c'était pour savoir, par rapport en tant que citoyen, quand on trouve qu'une loi va à l'encontre de vos intérêts, quels moyens finalement de contestation on a à notre disposition et quels outils, voilà, législatifs, légaux, je sais pas. Moi, je vous répondrai spontanément déjà un bulletin de vote. C'est pas bien, et alors, c'est ce que j'ai un peu essayé de vous expliquer avec la LOPSI 2. C'est que pour l'instant, il y a cet article qui parle de captation de données informatiques. Il faut que j'ai une enquête où je puisse soulever une nullité, je puisse saisir la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction va certainement me dégager. Elle va me dire non, c'est valable. Je veux dire, c'est contraire à l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça porte atteinte à la vie privée. Je vais devoir attendre qu'il y ait un arrêt de la Cour de cassation et je vais saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, donc ça peut être un moyen. J'arrive. Non, il faut être partie dans un procès. Non, bien évidemment, n'importe qui ne peut pas le faire. Après, on peut, dans le cadre du contentieux, il y a aussi un outil qui est la question prioritaire de constitutionnalité. C'est-à-dire que parfois, dans un contentieux, on peut interroger le Conseil constitutionnel, lui poser des questions pour savoir si une loi est conforme ou pas à la Constitution. Donc, la Constitution, elle est garante des libertés. Non, mais vraiment à titre individuel, après, il peut y avoir du... Non, vous ne pouvez pas attaquer directement une loi, il faut y avoir un intérêt à agir. Il faut avoir un intérêt à le faire et pas simplement je ne suis pas d'accord avec cette loi. Vous, votre arme, c'est le bulletin de vote. Non, je ne sais pas si c'est très clair. Non. J'ai une autre question ici. Oui. Oui, bonjour. Donc, je voulais revenir sur tout ce qui tourne autour de Adobe, Lexi, etc. Vous avez beaucoup parlé de tout ce qui est captation de données sur surveillance et puis les sanctions. Vous avez passé... Oui. Je trouve qu'il y a du bruit, mais bon, je ne sais même pas si moi-même je parle assez fort. J'espère que vous m'entendez bien. C'est bon, je parle. Oui, pas de problème. Allez-y. Je veux dire qu'à chaque fois, vous avez parlé de... Moi, c'est-à-dire que... Je sais plus les termes que vous avez employés, mais pour comment dire, les moyens d'écoute pour que ce soit pour la bonne cause ou pour des causes un peu moins légitimes. Donc, oui, sur le risque de surveillance de la population. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on a parlé uniquement de surveillance, mais avec l'aval de la justice. Alors que, comment dire, au niveau... Oui. Sur des surveillances sans l'aval de la justice. Oui, parce que au niveau de toutes les mises en garde qu'on reçoit par rapport à toutes ces lois, souvent est évoquée
le risque de privatisation de la surveillance et de privatisation des sanctions qui fait que la personne ne peut absolument plus se défendre. Et ça, on n'en a pas du tout parlé. Et c'est très souvent évoqué. Voilà. Je suis arrivé. Oui, bien sûr. Sur la, là, ça, je pourrais aussi vous parler de vidéoprotection, de vidéosurveillance, mais enfin, moi je trouve qu'il faut être très très vigilant sur donc ces risques d'atteinte à ces libertés, mais il faut aussi mesurer que la police ne dispose pas des moyens humains pour mettre en place une surveillance de l'ensemble de la population. Enfin, vous voyez, il faut aussi un peu être rassurant quoi, sur ces critères. Mais sur la privatisation, c'est vrai que la LOPSI 2 n'est pas claire sur le matériel utilisé. Donc c'est les quais, le beurre. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question si c'était fait entre personnes privées, si on espionne quelqu'un. Ben ça, c'est constitutif d'infraction. Après, il faut pouvoir le démontrer que quelqu'un vous espionne, mais c'est la personne qui le fait pourrait être poursuivie. Mais la difficulté, c'est d'arriver à le prouver, en fait. Voilà.